On va parler du Guyana aujourd'hui avec un article dans les pages Monde de Libération du 17 janvier 2024, respectivement pages 8 et 9. Analyse plutôt sous le prisme géopolitique que de la politique intérieure, notamment le conflit avec le pays voisin, le Venezuela, et les zones qui sont revendiquées sur fond de découvertes pétrolières et d'intérêts américains, bien sûr. Derrière, sachant que, pareil, l'histoire du Guyana avec les États-Unis, c'est une histoire qui n'a pas toujours été rose, mais là, depuis la découverte, en tout cas, ils se font beaucoup backup. Est-ce que c'est une bonne chose pour eux? Bah voilà, l'article va se poser un petit peu toutes ces questions, l'article de Isabelle Anne. Coincé entre l'océan Atlantique, le Venezuela, le Brésil et le Suriname, le Guyana est l'un des plus petits pays d'Amérique du Sud, et l'un des plus pauvres. En dépit de ses réserves d'or, de diamants et de bauxite, excusez du peu. L'ancienne Guyane britannique, indépendante depuis 1966, ça c'est pareil, l'indépendance du Guyana est super intéressante et l'artisan de cette indépendance, alors je me souviens plus, j'avais noté son nom, Cheddi Jagan. Cheddi Jagan, c'est principalement l'homme, enfin c'est pas l'histoire d'un seul homme, hein, l'indépendance, mais c'est principalement lui. Damon, Oui. fais l'histoire de l'indépendance en 30 secondes pour nous la résumer. Si t'as Oh, appris ça, je ferai une histoire mieux quand on fera le portrait de ce mec-là, si ça te va. Et d'ailleurs, ça n'a pas été colonisé que par les Britanniques, hein. Je crois qu'il y a eu les Pays-Bas, un peu la France, un peu les Espagnols, et à la fin, c'était les Britanniques. Et du coup, tout le contexte de la Guyane est assez compliqué parce qu'il y avait, dans la traite négrière, il y avait l'esclavage qui transitait par la Guyane. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens d'origine africaine qui sont en Guyane. Et t'as aussi, vu que c'était l'Empire britannique et qu'ils avaient des colonies un peu partout, après l'abolition de l'esclavage, je crois, ils ont fait venir, alors contre rémunération, j'imagine, mais contre rémunération de merde, ils ont fait venir des gens d'Inde. Donc t'as ces deux minorités qui sont principales et finalement les habitants autochtones de la Guyane ne représentent aujourd'hui qu'autour de 10% de la population. Et du coup la politique aussi s'articule un peu par rapport à ça. Bref, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que on peut pas faire l'histoire de du Guyana en 30 secondes. Et je vous partage en bonus un dessous des cartes, même si ça parle plus du Venezuela que du Guyana, malheureusement. Donc Guyana qui depuis l'indépendance a longtemps cherché du pétrole, espérant la même bonne fortune que ses voisins au sous-sol riche en hydrocarbures. En vain, malgré ses efforts et ceux de multinationales étrangères. Jusqu'en mai 2015, après quand un consortium dirigé par le géant américain ExxonMobil découvre, lors d'un forage d'un puits d'exploration, à près de 200 km au large du Guyana et à un peu moins de 2 km de profondeur, du pétrole. Beaucoup de pétrole même. Les réserves du pays, aux 800 000 habitants, sont aujourd'hui estimées à 11 milliards de barils. Pas moyen de... Oui, parce que les pays très très énervés, ils sont entre 1 et une production de 1 à 3 millions de barils jour, en gros. Donc là, juste en une réserve, 11 milliards de barils, c'est quand même pas rien. C'est tellement pas rien que le Guyana pourrait devenir le 4e plus gros producteur d'or noir offshore, donc, dans ses eaux internationales, de la planète d'ici à 2035. À l'avenir, la production pétrolière continuera d'augmenter rapidement grâce à la mise en service de 4 nouveaux gisements d'ici à la fin de l'année 2028. Anticipe une note du Fonds monétaire international. Oui, parce que la mort étant donné la faiblesse des décisions qui ont été prises par les pays signataires autour des moteurs thermiques, on va pas s'en passer tout de suite. Puis le pétrole, ça nous sert à plein d'autres trucs, tous les matériaux plastiques, dans l'industrie pétrochimique d'une manière générale. Anticipe une note du FMI, du coup, par rapport à leur production, publiée en décembre. L'économie du Guyana connaît une croissance effrénée. Plus de 60% en 2022, 38,4% en 2023. La moyenne, nous, c'est 0,6% dans les pays européens. L'Allemagne est en récession de 0,3, je crois. Bon, encore une fois, tu pars pas forcément. Quand tu pars d'un pays très pauvre et d'un coup, tu trouves une source d'enrichissement, forcément, tu fais des chiffres de croissance plus impressionnants, quoi. Et une moyenne de 20% par an, attendue entre 2024 et 2028. De quoi aiguiser les appétits du Venezuela. Alors on verra, c'est peut-être pas que pour ça, mais bref. L'autre explication, je m'y attendais pas. L'explication numéro 3 va vous étonner.
De quoi aiguiser donc les appétits du Venezuela qui a organisé en décembre, on en avait parlé, un référendum pour annexer l'Essequibo. Alors ça fait quand même les 2 tiers du pays. Alors, on le voyait sur l'infographie, regardez l'Essequibo, c'est ce qui est en violet hachuré. Et donc ce qui resterait de Guyana, c'est pas grand chose quoi. On vous laisse la capitale et une petite bande de territoire. Et encore le Suriname, je crois que cette petite pointe là que vous voyez, le Suriname la revendique aussi. Bon, c'est pas des revendications qui sont très appuyées, étayées, hein, parce qu'encore une fois, je crois que depuis 1899, une présence continue, une administration continue, et qui n'est pas vénézuélienne, sur le coup. Je crois qu'on n'en était pas encore ici. Voilà. C'est ça, il le confirme. Région sous administration guyanaise guyanienne, du coup, depuis 1899, qui couvre plus des 2 tiers du territoire, revendiqué depuis des décennies par Caracas. La tension était montée après le lancement en septembre d'appels d'offres pétroliers par le Guyana. Alors, ça n'avait pas eu, même si ça faisait des décennies, je sais pas, sous Chavez, t'entends des déclarations de on va annexer votre territoire. Parce que là, ils en sont envoyé des cartes d'identité aux gens en disant c'est bon, vous êtes vénézuélien maintenant. En termes de souveraineté, à quel point c'est une violation de... Bon. Le Venezuela dispose des réserves de pétrole les plus importantes au monde, devant l'Arabie Saoudite. Oui, les gens l'ignorent parfois, même si on connaît la manne vénézuélienne, mais que ce soit les plus grandes réserves du monde, ça... alors après, ces différents raffinés vont justement donner un peu le détail. Mais sa production est en chute libre, depuis les nationalisations du secteur sous le coup de sanctions américaines, depuis 2019. Oui, plus que les nationalisations, c'est les sanctions américaines qui mettent un coup d'arrêt. De 3 millions de barils par jour au début des années 2000 à environ 700 000 barils aujourd'hui, donc divisé par plus de 3. A l'inverse du pétrole extra lourd du Venezuela, le Guyana produit un pétrole léger qui a une valeur élevée et des émissions de CO2 relativement faibles par rapport à d'autres gisements, grâce à la forte productivité des puits. Ah, est-ce que c'est l'extraction, le raffinage qui émettent moins de CO2, ou est-ce qu'au final ça donne le produit fini est moins polluant aussi? Je savais pas que tu avais des pétroles plus ou moins polluants. Compare, donc grâce à la forte productivité des puits, compare Francisco Monaldi, spécialiste de la politique énergétique de l'Amérique latine à la Rice University située à Houston, aux États-Unis. 11 milliards de barils, ça fait 110 jours de conso mondial. Ouais, mais bon, t'as rarement un pays qui fournit 100% de la conso mondiale à lui tout seul. Surtout sur une seule réserve, parce que bon, c'est la réserve la plus impressionnante que j'en ai trouvée, mais il y avait déjà d'autres réserves qui étaient trouvées au large des côtes, etc. Mais même si c'était sans commune mesure. Alors après, ouais, je sais pas combien de barils de pétrole sont produits par jour en moyenne. On doit avoir les chiffres de l'OPEP+, et des autres pays de toute façon qui sont communiqués, donc si quelqu'un a l'info. Et alors, n'empêche que, t'imagines, juste avec une réserve, tu fais. Si on change rien et qu'on continue, allez, vas-y, full pétrole, les gars, allez-y, lâchez-vous. Et à eux seuls, ils peuvent, un tiers d'une année, juste avec ce gisement-là, alimenter le monde entier. Bah, c'est pas rien. Commence à nous parler de pétrole écolo. Oui, bon, c'est rigolo. Bah, de pétrole moins polluant, de là à dire écolo. J'irai pas jusque-là. Si mon téléphone pouvait arrêter de faire des notifications. Ça, c'est Discord, c'est infernal. J'ai beau. Je mute les salons au fur et à mesure, mais il y en a toujours qui me notifient de 1 milliard de trucs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le spécialiste de l'Amérique latine? Conséquence de la découverte de plus de 30 puits fructueux. La production du Guyana augmente de façon exponentielle. De 50 000 barils par jour en 2019 à 500 000 en 2024. Ouais, bah ça, c'est quand même x10. Et plus du double prévu d'ici 2028. C'est l'une des augmentations les plus rapides de la production offshore dans l'histoire de l'industrie pétrolière, insiste l'universitaire. Ce type de projet prend d'habitude beaucoup plus de temps. Le pétrole est pompé et stocké sur des plateformes flottantes pour FPSO, Floating Production Storage and Offloading. Donc oui, ça flotte, ça produit, ça stocke et ça te fait le plein. Littéralement, il y a des tankers qui viennent là-bas et ils n'ont pas besoin de passer par les côtes guyanaises. La rente pétrolière pourrait bientôt mettre 10 milliards de dollars, 9,2 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État, affirme l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID.
pour atteindre en cumulé d'ici 2040 157 milliards de dollars, 144 milliards d'euros de recettes publiques, selon les calculs de la société de conseil Rystad Energy. Le pays pourrait changer de façon spectaculaire, appuie Francisco Monaldi. Mais même si le Guyana reste très pauvre et que ses habitants vont devoir attendre un certain temps avant de commencer à sentir les effets de cette richesse. Est-ce que ça, c'est pas un peu une décision politique quand même, les gens, quoi? Parce que dès le premier exercice, quand t'as 10 milliards en plus, déjà, tu peux commencer à faire des choses dès la première année, quoi. Au démarrage de la production, fin 2019, surtout sur 700 000 habitants, quoi, plus de 40% de la population vivait avec moins de 5,5 $ par jour. Aujourd'hui, le pays construit 12 hôpitaux, de nombreuses écoles, 7 hôtels, 2 grandes autoroutes, son premier port en eau profonde et une centrale au gaz qui doit doubler la production d'énergie du pays. Bon, ça investit déjà dans des infrastructures sans trop se financer avec le FMI, parce que comment ça se passe? Les défis causés par ce... Parce que souvent, c'est... ouais, et après, tu contractes des... tu veux investir dans tes infrastructures, et le deal avec le FMI, c'est en échange, fais des politiques ultra-austéritaires et privatise tout, mon copain. Les défis causés par ce boom pétrolier et la méfiance face à l'utilisation de ces ressources fortuites ne manquent pas. Ça me perturbe, je vais le baisser un peu. Le Guyana qualifié de démocratie défaillante par l'Economist Intelligence Unit. Bah, il me semble que le président qui est actuellement en place, même s'il y a eu 5 mois de flottement, bon, bah, sur le coup, tout le monde reconnaît sa victoire et puis il fait des choses plutôt basées. Plutôt de gauche d'ailleurs. Le Guyana qualifié donc de démocratie défaillante par l'Economist Intelligence Unit ne disposerait pas du cadre juridique ni de l'expertise nécessaire pour réglementer la manne. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de paternalisme? Laisse faire les Américains, t'inquiète. Laisse-nous le pétrole, on va l'exploiter à ta place. Partir d'une démocratie faible et d'une corruption importante n'augure rien de bon pour l'avenir des institutions gouvernementales du Guyana. Noté en septembre la Harvard International Review. C'est souvent des Américains qui pensent ça, vous remarquerez. Ça existe les démocraties non défaillantes. Bonne remarque aussi, Bobby Basta. Basta. Alors, à quel point t'es défaillant, j'imagine, quoi. Démocratie, c'est quelque chose vers un idéal vers lequel tu tends asymptotiquement sans jamais tout à fait l'atteindre, mais tu peux t'en rapprocher le plus possible. L'article avertissait des risques pour le pays de souffrir de la maladie hollandaise. Alors, est-ce que vous connaissiez ça? Ou malédiction des ressources des pays en développement qui, malgré leur richesse en matières premières, se retrouvent plus pauvres et plus instables politiquement avec une économie vulnérable et pas assez diversifiée. Alors pour la diversification de l'économie, ok. Pour le reste, est-ce que c'est pas surtout des politiques soit coloniales, soit d'influence économique et de vassalisation qui font que? Je pose la question. Pour tenter de s'en prémunir, Georgetown, la capitale, a créé en 2021 un fonds souverain sur le modèle de la Norvège pour y placer une partie des recettes tirées de l'or noir. L'instabilité politique du Guyana fait craindre que le pays ne soit pas prêt à faire face à ces nouvelles richesses en l'absence d'un plan de gestion des nouveaux revenus et de distribution équitable des avantages financiers, s'inquiète l'USAID, toujours les Américains, qui s'appuie sur la crise électorale de 2020 où les deux camps finalistes avaient, pendant 5 mois, revendiqué la victoire et s'étaient mutuellement accusés de fraude. Les profondes rivalités ethniques du pays entre les Indo-Guyanais, descendants de travailleurs embauchés de l'Inde après l'abolition de l'esclavage, et les Afro-Guyaniens, Guyaniens dans les deux cas d'ailleurs, pas Guyanais, descendants d'esclaves africains qui composent la population de ce pays anglophone et soutiennent des partis opposés, aggravent les soupçons de clientélisme. On avait vu d'autres pays où il y avait un petit peu ce problème-là aussi. Comment garantir au groupe qui n'est pas au pouvoir que ces ressources seront partagées de manière équitable et qu'il y aura un certain contrôle sur leur utilisation, questionne Francisco Monaldi toujours. Le tout avec une asymétrie dans la négociation forcément inégale entre Georgetown et la plus grande compagnie pétrolière privée du monde. Le consortium est mené par ExxonMobil en partenariat avec la Société nationale chinoise, CNOOC. Bon, ils n'ont pas l'air d'être dans la S sur le coup, mais ouais, vous imaginez, il y a un consortium. En fait, le pétrole guyanais, c'est les Chinois et les Américains qui team up pour prendre le pétrole guyanien, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce groupe américain avait racheté à prix cassé, oui, la participation de l'anglo-néerlandais Shell, là de ne voir rien venir en 2014, soit 1 an avant la découverte du gisement. Je ne sais pas s'ils sont dans la Hess, mais en tout cas, ils doivent avoir bien le seum. Hess qui vient d'être racheté par Chevron, en grande partie, pour avoir justement accès au pétrole guyanien. L'acquisition par Hess de certains prometteurs au Guyana. Bah non, c'est pas Hess qui sont vénères, c'est les autres du coup. C'était lesquels?
Shell, voilà. Donc Hess, qui prend des terrains prometteurs au Guyana, a été la meilleure opération pétrolière de l'histoire moderne. S'en retirer, pour Shell, a été l'une des pires décisions, ironisé en octobre le Financial Times. Certains analystes ont affirmé que le contrat désavantageait fortement le Guyana. C'est souvent le cas. Ah, on est surpris de l'apprendre. Lorsqu'il y a une découverte majeure, les pays estiment qu'ils pourraient bénéficier d'un contrat beaucoup plus favorable. Note Francisco Monaldi. Bah oui, c'est un peu la question qu'on se posait. Ça ressemble à s'y méprendre à du colonialisme capitalisme. Hein? Ça prend des atours différents, mais... Les majors pétrolières, elles, affirment que pour chaque projet à succès, il y a de nombreuses explorations coûteuses et infructueuses, et que si les contrats sont modifiés après une découverte, il ne serait pour elles plus intéressant d'assumer ces risques. Ouais, parce que la prospection pour découvrir le pétrole en 2015, sûrement que c'était sous contrat, et que du coup avec des accords de si on découvre quelque chose, comment on se répartit le truc, ou à quel prix vous nous laissez exploiter le pétrole, ou à quel prix vous nous le vendez, ou etc. À quel prix vous nous faites la concession pour l'exploiter. Mais une fois qu'il l'a découvert, on fait « Ah bah, on veut beaucoup plus cher, du coup, maintenant qu'on est sûr qu'il y a 11 milliards de barils. » Sauf que, bah, évidemment, ils veulent pas et qu'ils sont en position de force dans la négociation. Et donc, si les contrats sont modifiés, il ne serait pour eux plus intéressant d'assumer ces risques. Et oui, la rémunération sacro-sainte du risque. Et sinon, oui, bien sûr, Exxon s'effondrerait, sinon. Le nouveau gouvernement avait d'ailleurs fait campagne sur sa renégociation, mais la promesse n'a, pour l'instant, pas été suivie d'effet. Probablement parce que Georgetown considère que la présence de grosses sociétés américaines et chinoises, des acteurs très puissants qui ont un intérêt dans ce projet, la protège vis-à-vis du Venezuela. Bah, sachant que Venezuela, ils sont en bisbille avec la Chine aussi sur le pétrole. Enfin, ils ont de la dette, ils sont endettés envers la Chine, et ils remboursent la Chine en pétrole, il me semble. Le référendum de Caracas sur la vieille dispute territoriale de l'Essequibo d'ailleurs ça se prononce, il me semble, désolé de l'écorcher pendant tout le long, a surtout à voir avec des enjeux de politique domestique. Alors ça, j'avais pas vu cette explication. De politique domestique, donc pour rassembler la population autour d'une cause patriotique et consensuelle pour les Vénézuéliens et diviser l'opposition. Et c'est pour ça qu'il a fait un référendum qu'ils ont majoritairement voté pour. Insiste Monaldi. C'est aussi une façon de créer un nouveau levier dans les négociations avec les États-Unis sur leurs sanctions. Bah, lever ces sanctions et on abandonne nos revendications sur les Essequibo. Peut-être. Là, je trouve l'angle intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? 11 milliards de barils, ça fait combien de Twingo? Je te laisse faire la conversion, Juan Casoflex. Tellement risqué d'investir dans le pétrole. Ouais, bah alors après, oui, de toute façon... ils ont quand même une sorte de comptabilité analytique qui leur fait dire c'est est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à explorer, comme par exemple là les autres qui sont retirés la Shell en 2014, tu vois. Donc bah en fait oui, explore mon copain, mais c'est à tes risques et périls, mais est-ce que s'il y a une découverte d'une quantité astronomique, est-ce qu'il n'y a pas une petite renégociation? C'est pas parce que le pays n'a pas les moyens de prospecter qu'une fois la découverte est faite, ils ont pas leur mot à dire dans la négociation, dans l'extorcation de leurs ressources intérieures. Même si c'est offshore. Comme je disais tout à l'heure, on n'est encore pas prêt on n'est encore pas prêt, on n'est encore pas dans un monde sans pétrole. Donc investir dans du pétrole de schiste ou dans du sable bitumineux avec un taux de retour qui est très faible, effectivement, ils sont à perte. Là, à l'heure actuelle, ils sont à perte et tout. Par contre, du pétrole qui est extrait directement de nappes pétrolières qui jaillit littéralement du sol, ça vaut le coup. Après, bien sûr, c'est une bulle, mais Puis vu le que là, pétrole a ça l'air vient moins chiant à d'être... raffiner. De quoi? Leur pétrole a l'air moins chiant à raffiner aussi. Ah bah, oui, le sable bitumineux, le pétrole de schiste, c'est beaucoup plus casse-couille. Là, tu as du pétrole brut que tu as entre guillemets juste à cuire pour le raffiner. Donc, tu n'as pas à l'extraire du sable et tout. Donc voilà, après, le truc, c'est que, oui, je ne sais pas quel est le taux de retour énergétique, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas dans une transition vers l'électricité. On consomme plus, on ajoute donc le pétrole, on en consomme toujours. À Chine, on est toujours à 100 millions de barils par jour, là, hein, à l'échelle de la planète. 3 millions de barils par jour, c'est pas mal. Ouais, donc le calcul qui était fait sur le chat, c'est à peu près ça, les proportions. Oui, une centaine, ouais, 100, 120 jours, ouais, à peu près, ouais.
L'universitaire rappelle cependant que, de fait, la question de la frontière maritime entre le Venezuela et le Guyana n'a jamais été tranchée et qu'elle devra l'être une fois le tracé de la frontière terrestre clarifié par la justice internationale. Donc le Guyana joue un peu la montre en disant bah nous on a demandé aux instances internationales de le clarifier avec les limites des instances internationales qu'on connaît et qu'on commente souvent, mais c'est pas parce qu'elles ont des limites qu'il faut pas s'appuyer dessus autant que faire se peut, évidemment. Donc ouais, en fait, si t'écoutes le Venezuela, ce qui reste comme surface maritime au Guyana, c'est pas grand-chose. Hein. Alors voilà, en gros, vous avez la baie de Georgetown et puis d'ailleurs la moitié de la baie. Et après ta gueule. Compliqué. Renforcé par ses hydrocarbures, le poids du Guyana a en tout cas radicalement changé dans la géopolitique mondiale. En témoigne la visite du secrétaire d'État américain, que serait un sujet international, sans qu'il vienne mettre son nez là-dedans, Anthony Blinken, en juillet, ou celle du responsable du ministère américain de la Défense, le 9 janvier. Le pétrole du Guyana, loin des monarchies du Golfe et de l'ombre portée par la Russie sur l'organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, maintenant OPEP+, est une aubaine pour les Chinois, comme pour les Occidentaux. Autre défi pour le Guyana, l'extrême vulnérabilité de ses côtes aux inondations et au changement climatique. J'étais pas sensibilisé à cette problématique. L'écrasante majorité de la population vit dans des régions de faible altitude le long de l'Atlantique. Georgetown, la capitale, est sous le niveau de la mer. Des cultures ont été noyées sous les eaux, l'eau de mer s'engouffre parfois par-dessus les digues, raconte l'article de la Harvard International Review. Selon certaines estimations, Georgetown pourrait être submergé d'ici 2030. Bonne nouvelle, il va falloir déménager la capitale. Ouais, les 10 milliards par an, ils vont pas être de trop. Quant à l'Essequibo, qui abrite une grande partie de la forêt amazonienne, on le voit ici d'ailleurs. Heureusement que sur la photo, il y a le fleuve qui traverse, parce que sinon, la photo serait moche. Hein. C'est... allez, le vert des arbres devient presque un gris anthracite. Enfin bref, pas là pour débattre de ça. Et débattons de photos. Un jour, on se fera un live photographie. Donc Georgetown qui pourrait être submergé. L'Essequibo qui abrite une grande partie de la forêt amazonienne, véritable puits de carbone, oui, qu'on espérerait voir dans les arbres plutôt que dans l'atmosphère. Les Guyaniens se sont engagés à être très prudents dans le développement de toutes sortes de ressources minérales dans cette région, veut croire Francisco Monaldi. L'extraction pétrolière a lieu intégralement offshore et ne devrait pas affecter la jungle de l'Essequibo. Par contre, rappelle l'universitaire, une zone très proche de la région convoitée, côté Venezuela, a, elle, récemment été la cible d'exploitation minière illégale, en vertu du coup des accords climatiques et internationaux, qui seraient très problématiques pour ce fragile écosystème. Avec les forages en eau profonde, plane le danger des marées noires, à l'instar de celle de 2010 dans le golfe du Mexique, après l'explosion de la plateforme de BP, Deepwater Horizon. Un tel accident serait... Bah, c'était Blackwater, du coup, là, on était Red Dead Redemption 2, quoi. Un tel accident serait catastrophique pour les dommages qu'il causerait à la diversité d'un pays couvert à 85% par des forêts tropicales, qui comptent des milliers d'espèces endémiques, donc qui n'existent que là-bas, et qui, de facto, n'existent plus si leur habitat disparaît, vu qu'ils n'ont pas d'autre habitat ailleurs. Et, je ne sais pas pourquoi je le crie, pour ses conséquences économiques, de nombreuses communautés guyanaises dépendent fortement de la pêche. J'ai envie de dire guyanaise depuis tout à l'heure, ça m'énerve. En mai 2023, un tribunal guyanien avait statué qu'Exxon devrait offrir une garantie illimitée pour couvrir le coût du nettoyage en cas de marée noire ou de fuite. La compagnie pétrolière a fait appel. Ah bah non, on veut... S'il y a des problèmes, on va dire que c'est à vous de le gérer, quoi. Et a en partie obtenu gain de cause en juin. La cour d'appel du Guyana lui a seulement ordonné de déposer une provision de 2 milliards de dollars. Je sais pas si ça suffirait. S'il y avait un désastre, des 11 milliards de barils là, qui se déversent sur la côte. Bon, pas les 11 milliards d'un coup, je pense pas, mais ça prendrait je sais pas combien d'années à exploiter, j'imagine. Auprès de l'Agence de protection de l'environnement. Je ne sais pas si ça les backup pour le reste. Mais en tout cas, voilà, article assez intéressant. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des belles descriptions, mais là, il y avait quand même des angles que j'aurais pas eu tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat et qu'est-ce que vous en pensez en vocal avec moi? Salut Foxsider qui nous rejoint. L'ours. Moi, je sais pas, je me dis qu'un truc comme ça, bon, pas en aussi violent, mais ça va faire comme l'île, c'était Nauru, je crois. Une île qui avait découvert un gisement de qui ont arrêté de reconnaître Taïwan il y a quelques jours d'ailleurs. De quoi?
qui ont arrêté de reconnaître Taïwan au profit de Beijing il y a quelques jours d'ailleurs. On en parlait hier. L'île de Nauru, Oui, la même. il est dev- qui est devenu super endetté suite à l'exploitation de phosphate. Bah, je sais pas ça sur l'autre dossier, mais en tout cas, je suis sûr pour la non-reconnaissance dorénavant de Taïwan. Et Ah, donc, c'est vas-y, peut-être bah, pas la poursuis, même, c'était parce que juste. du coup, ça me dit rien. Si, c'est une petite île aussi, c'est pareil. Donc, vas-y, poursuis ton histoire. Je pense pas qu'il y ait plusieurs Et îles de donc, Nauru. bref, ils ont découvert un putain de gisement de phosphate. C'était le premier exportateur mondial et tout. Et ils ont claqué tout le pognon. Et quand il n'y avait plus rien, quand ils ont extrait la dernière, quand ils ont extrait les derniers Les kilos dernières de gouttes, minerais, en fait, voilà. bah, ils se sont retrouvés tous gros, avec plein de voitures, mais avec 90% de chômage, tous pauvres. Enfin, je veux dire, ils ont vécu 30 ans d'âge d'or. Et ensuite, bah, la grosse décadence. Là, maintenant, ils sont en banqueroute totale. C'est la grosse galère. Et Après, pour je une crois. île, c'est plus difficile de pas mettre tous tes œufs dans le même panier, quoi. Je veux dire, t'as moins de ressources Oui, mais c'est nécessairement toujours que pareil. sur un continent, quoi. Tu as la privatisation, tu as les intérêts privés qui viennent, qui lâchent un petit peu de pognon et tout. Et puis, des mecs au gouvernement qui sont corrompus et qui ont moyen de se faire encore plus de thunes. Les habitants avaient Mm. aussi plein de thunes. Tout le monde crame la chandelle par les deux bouts jusqu'au moment où il n'y a plus rien, quoi. Mm. Donc, à mon Aurélien, avis, est-ce que il va t'as une se passer réaction un aussi? délire comme ça, mais pas aussi violent parce que les réserves sont pas non plus si oufissimes dans J'en pense l'absolu. que le Venezuela était stupide, nous dit Sodome, qui nous écoute uniquement en audio. Ça m'arrive aussi de temps en temps. Pourquoi stupide? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ils sont en train de passer. Déjà que Maduro, il était pas trop apprécié. Autant Chavez, il était relativement apprécié, bon, critiqué aussi. Maduro, nettement moins. Là, quand il dit, ouais, je veux annexer les 2 tiers du pays d'à côté, on est en mode, non, non, mais mon copain, si on fait des sujets tous les jours sur Israël et sur la Russie qui envahit l'Ukraine, c'est pas parce que on vous soutenait un petit peu du temps de Chavez que là on va laisser faire sans rien dire. Surtout que bon, Maduro, il y a d'autres Fils problèmes. de pute, moi j'ai qu'une chose à dire, hein. Désolé pour les gens qui soutiennent Fils de encore programmeur, on Maduro. dit, le stigmate, ils ont pas les prostituées. J'ai pas encore gratté beaucoup le sujet, Daimon, et j'ai pas pu écouter ton sujet, je devais faire autre chose. Mais C'est de ce mal. que je comprends, c'est qu'en gros, le mec est en train de foutre 20 ans de bolivarisme en l'air, quoi. Ouais, c'est vrai que en termes Et de c'est ligne idéologique, ouais, oui, Non, mais c'est rendez-vous un peu une compte, hein, trahison. merde, c'est quoi le pays de Maduro déjà? J'ai du Le mal. Venezuela. Merde, le Venezuela, voilà, pardon. Le Venezuela, vous vous rendez compte, ça a été la ligne de front pendant des années de l'extrême gauche en Amérique du Sud. La population était ultra basée et on sait que c'est compliqué pour arriver à monter une population à un niveau un peu basé, ne serait-ce que pour lui apprendre l'écriture et la lecture, c'était un miraculeux. Mais en plus, les mecs, ils étaient basés, quoi. Alors que tu pouvais parler au plus lumpen des prolétaires et le mec était conscient de sa constitution parce que il y avait à Oui, ils l'époque avaient de filé Chavez, la il y avait des constitution à tout le monde. ouais, voilà, ouais, non, mais il y en avait même sur les pots de lait, mec, le matin. C'est-à-dire que quand tu te réveillais le matin, que tu te servais tes céréales, Diamond, tu lisais la Mm. constitution, tu Bon, sais. après, c'est surtout qu'il Et, faut que le détail de ce qu'il y a dans la Constitution soit basé. Parce que si c'est pour. Tu sais, oui, si oui, en non, Allemagne, ils avaient imprimé les lois de Nuremberg sur les packs de lait, on n'aurait pas spécialement trouvé ça basé. Mais bref. bien évidemment, ce que je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le travail avait été fait, même si c'était pas magique et tout, comme tout, on n'arrive pas à l'utopie. Et vous savez que, ben, c'est ce que j'allais dire il y a 2 minutes, quoi. En très peu de temps, un État peut, avec des décisions complètement cons, Mm. pour essayer de se sauver, pour essayer de se sortir d'une mouise à la con, changer l'idéologie et on va perdre mes 15 ans de bolivarisme en Amérique du Sud, en plus qui avait été Mm. agrémenté par C'était peut-être pas le les meilleur écrits de successeur de Mélenchon. Chavez, hein, Maduro, même si c'était le plus fidèle. Enfin, ouais, Des non, mais je fois, veux il faut dire, savoir c'était, choisir je son veux dire, successeur. Ouais, ouais, voilà, mais même choisir son successeur, c'est que, c'est dur à dire. enfin, ouais, même ça, c'est-à-dire que tu dois dépasser peut-être, c'est ça le truc qu'on doit réfléchir aussi, c'est dépasser le truc du successeur. Si on a un homme providentiel, utilisons-le.
Moi, je l'ai toujours dit, Mélenchon est un homme providentiel Mais à d'une partir certaine du façon, moment où de il mon trahit point de les vue. idéaux, faut le dégager. Enfin bref, ouais, je Ouais, suis d'accord. voilà. Mais Alors, c'est il y a surtout Rodpi qui qu'il te faut. reprend en disant, t'as dit que c'était d'extrême gauche alors que c'est simplement du socialisme au Venezuela. Mais S- pour moi, le socialisme pur, Sodome... c'est de l'extrême gauche, donc faites pas chier, c'est juste Hmm, ça. Enfin, faites pas chier, Rod, puis non. sans déconner. Pour moi, le socialisme, c'est de l'extrême gauche. Non, C'est juste l'extrême qu'on gauche, l'a c'est quand on abolit dévoyé. les prisons, la police, l'argent, l'État. Là, c'est l'extrême gauche. Bref, Ben ouais, mais le bon, socialisme. Ouais, on sera pas d'accord. ouais, C'est pour enfin, ça que moi, je vous explique, je suis de centre gauche modéré. Désolé, ouais, je vous abrège, mais j'aimerais que le sujet fasse moins de 30 minutes. C'est trop tard. désolé, ouais. Il y a Sodome qui se dit, ils sont mis à dos leurs voisins, notamment le Brésil, qui a un bout de son territoire dans la région et dans la région qui réclame. Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a 3 pays qui se touchent à cet endroit-là. Hein, pas de choses sexuelles, évidemment. Enfin, on préférerait que ce soit des choses sexuelles consenties. Mais effectivement, on voit que là, il y a la réunion sur les Séquibo il y a justement toute la région qui est frontalière avec le Brésil et qui est un endroit où les 3 pays se rejoignent. Donc, est-ce que le Brésil fera aussi un petit peu office de contrepoids dans la région, au-delà des intérêts économiques et pétroliers? Nous le verrons, on ne manquera pas de le commenter. YouTube, on te dit au revoir, mais n'hésite pas à revoir l'intégralité de l'émission qui sera publiée quelques jours plus tard, après cette capsule. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à faire des dons.